Qu'on le veuille ou non, le spatial moderne est en train de rapidement et radicalement changer. En quelques années, on a en effet vu un spatial relativement institutionnel et employant peu d'entreprises privées se transformer en un secteur commercial en pleine croissance où les startups se livrent une course sans frein à l'innovation et à la baisse des prix. Et dans le cas du New Space américain, et dans une moindre mesure celui de la Chine, mais l'américain clairement celui dont on parle le plus et qui est le plus intéressant à suivre, il y a deux éléments qui ont permis cette accélération. D'un côté, depuis le début des années 2000, on a vu l'arrivée massive des smallsat, cubesat et de la miniaturisation des composants en général. Ensuite, et surtout, on a vu les agences gouvernementales américaines, que ce soit la NASA ou à l'époque l'US Air Force, dont la branche spatiale est devenue aujourd'hui la Space Force, ouvrir la possibilité à des entreprises spatiales privées d'effectuer des lancements, avec à la clé des contrats plus que juteux. De son côté, l'agence spatiale américaine a, à travers plusieurs contrats, permis à des entreprises comme SpaceX, Boeing ou Sierra Space de croître dans un environnement fertile en multipliant les contrats pour le ravitaillement de l'ISS, le lancement d'équipage et maintenant vers l'orbite et le sol lunaire. Ça, plus la multiplication des entreprises, universités et entités cherchant à lancer un satellite à un moindre coût, a créé la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le New Space est relativement fiable, peu cher, en pleine expansion, et les compagnies, avec plus ou moins de succès, poussent comme des champignons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le sujet du New Space étant bien plus large et complexe que je ne l'ai écrit ici, un épisode dédié pour se refaire l'histoire de tout ça pourrait s'envisager. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, mais bref. Mais en parallèle de tout ceci, du côté européen, lorsque l'on parle de capsules spatiales et cargos privés, de réutilisation et de New Space en général, on pourrait avoir l'impression que le secteur a un énorme cran de retard. Pourtant aujourd'hui se dessinent les prémices d'un New Space européen compétitif, de capsules spatiales franco-allemandes à succès, lanceurs réutilisables et cargos spatiaux. Et c'est sur les entreprises et projets les plus prometteurs que je vous propose de faire le point aujourd'hui. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais éclaircir un point qui me semble important. Je ne parlerai pas énormément d'entreprises se concentrant sur le développement de nouveaux lanceurs dans cet épisode. Si j'ignore entre guillemets donc des compagnies comme l'excellente et hyper intéressante française Latitude, ce n'est pas un boycott, mais simplement que le sujet mérite un épisode dédié. Aujourd'hui, à l'exception d'un lanceur réutilisable, on ne parlera donc pas énormément de fusées, désolé. Sur ce, pour commencer, je crois qu'il serait bien de commencer par un point important. Début 2023, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, lançait un appel d'offres aux compagnies européennes pour le développement d'un cargo capable de desservir l'ISS qui sera un excellent objectif avant l'arrivée des stations privées d'ici quelques années. Et pour ces cargos, les règles sont les suivantes. Ils doivent être capables d'emporter au minimum 2 tonnes et être capables d'en ramener une sur Terre pour récupérer différentes expériences et instruments. Si les compagnies obtiendront des financements et subsides de l'ESA, tout comme ce fut le cas aux États-Unis avec la NASA, le développement de ces cargos restera néanmoins en grande partie à la charge des entreprises qui peuvent en échange espérer signer d'intéressants contrats. Et 2 entreprises ont déjà répondu présentes. En premier, on avait eu le projet de capsule Nix développé par la société franco-allemande The Exploration Company. Capable de placer 4 tonnes en orbite basse et d'y rester pendant environ 6 mois, la capsule, qui existera d'ailleurs en version cargo, promet un coût de 20 000 € par kilo en orbite et de pouvoir à terme desservir tant des stations spatiales que l'orbite basse, en cargo ou avec équipage, même si bien évidemment un vol commercial habité ne durera pas 6 mois, faute de vivres, mais seulement quelques jours. Fondée en 2021, The Exploration Company connaît actuellement un succès assez important entre des levées de fonds et des contrats majeurs, et espère faire voler le premier prototype de sa capsule dès le courant de 2024. Prototype qui, précisons-le, est encore loin de la capsule définitive qui arrivera un peu après. S'il est toujours possible de voir le vol retardé, ce genre de projet pouvant aussi hélas traverser des embûches, l'entreprise a aussi du pain sur la planche.
Elle a par exemple été sélectionnée par l'entreprise américaine Axiom Space, qui développe sa station spatiale privée, station dont les premiers éléments sont d'ailleurs déjà en cours de construction. Si tout se passe bien, cette coopération devrait débuter en 2027 avec l'envoi de premiers fret vers les modules de la station d'Axiom Space, qui sera dans un premier temps rattachée à l'ISS. Nick s'est ainsi bien parti pour devenir la première capsule commerciale européenne, avant de voir sa version habitée se développer et l'entreprise se tourner vers de possibles projets d'atterrisseurs lunaires. The Exploration Company vise en effet aussi le développement d'un cargo lunaire à tout faire, pouvant envoyer du fret de la Lunar Gateway vers la surface lunaire et inversement, mais aussi vers la Terre. Si bien sûr il est toujours compliqué de faire des pronostics, l'entreprise n'en est pas moins une compagnie prometteuse et qu'il faudra suivre de très près si elle tient ne serait-ce que la moitié de ses engagements dans les délais impartis. Mais une autre actualité allait aussi surgir il y a de cela quelques jours seulement. L'entreprise allemande Rocket Factory Augsburg, abrégée RFA, annonçait en effet le développement de son propre cargo spatial développé avec la collaboration d'autres entreprises. Et là aussi, le cargo, baptisé Argo, s'annonce particulièrement intéressant. Déjà, et c'est assez rare pour le remarquer, il devrait embarquer un bouclier thermique gonflable pour permettre sa récupération, technologie qui est encore assez jeune, mais a déjà fait ses preuves avec notamment des essais du côté de la NASA. Argo devrait aussi être capable d'embarquer 3,4 tonnes de fret pressurisé en orbite basse, ce qui, face aux 3,3 de pressurisé et 3,3 de non pressurisé, avec un maximum théorique de 6, du cargo Dragon de SpaceX n'a pas du tout de quoi faire rougir. De plus, là aussi, avec le vol inaugural de leur lanceur RFA-1 attendu l'année prochaine, l'entreprise RFA connaît une croissance rapide et dans le domaine des petits lanceurs, RFA-1 devant embarquer jusqu'à 1,6 tonnes en orbite basse, est l'un des acteurs les plus prometteurs du New Space européen et n'a pas non plus à rougir à l'international. Et là aussi, avec le petit cargo Redshift capable d'envoyer 300 kg en orbite de transfert lunaire et lancé via RFA-1, l'entreprise continue de se diversifier et de s'ancrer dans le New Space européen. Mais en parallèle, les anciens du secteur ne sont pas non plus inactifs, et pour le coup, on va parler lanceurs réutilisables. J'en ai déjà parlé, mais l'entreprise Ariane Group, qui gère notamment les lanceurs Ariane, a annoncé fin 2021 la création de sa filiale Maya Space, qui vise au développement rapide d'une famille de lanceurs réutilisables, en optant pour la formule de développement rapide que l'on voit dans le New Space américain, et qui ne s'encombre pas trop de la paperasserie. Bien que ces derniers temps la question du financement de Maya Space est assez délicate, on évoque quand même de sérieuses baisses de financement, l'entreprise tient aussi ses promesses. Elle a récemment effectué des essais de remplissage d'un réservoir de second étage, signe que le développement d'un premier lanceur est, malgré sa discrétion, plutôt avancé. En résumé, le New Space européen a du retard, c'est un fait. Mais avec l'arrivée d'acteurs indépendants et la croissance d'une volonté politique de garder et développer une indépendance, il pourrait aussi rattraper son retard d'ici quelques années et se tailler une place tout aussi considérable dans le paysage international. Boosté par une foule de start-up, le New Space européen est en effet sur le point de vivre un âge d'or qui, on l'espère, sera intéressant à suivre. Mais ça, on en reparlera encore. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.